Aujourd'hui, je vais vous parler des Trois Glorieuses. Alors attention à ne pas confondre avec les 30 Glorieuses, qui est la période de prospérité qui a duré les 30 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, cette fameuse époque du baby-boom. Non, les Trois Glorieuses sont 3 jours de révolution en juillet 1830. Cette révolution s'est déroulée à Paris du 27 au 29 juillet 1830. Une partie des Parisiens se sont soulevés contre la politique très réactionnaire du gouvernement du roi Charles X. Celui-ci avait en effet pris des décisions liberticides en promulguant des ordonnances le 25 juillet 1830. Il avait tout d'abord dissous la Chambre des députés car celle-ci, nouvellement élue, était en majorité composée de députés républicains d'une part et des orléanistes d'autre part, c'est-à-dire des partisans du cousin du roi, Philippe d'Orléans, le fils de Philippe Égalité, qui avait voté, souvenez-vous, la mort de Louis XVI, son cousin, lors de la première révolution, et le très lointain descendant du bébé de Gaston d'Orléans dans le film Louis Enfant Roi. Mais oui, vous vous souvenez, la peau de lapin, etc. Bref, des députés qui forcément allaient s'opposer à la politique de Charles X. Au fait, savez-vous qui se trouve à droite de Louis-Philippe sur cette gravure ? Eh bien, il s'agit d'un des rares rescapés de la première révolution. C'est tout simplement le général Lafayette, qui, depuis, est devenu républicain. Mais revenons à Charles X. Alors celui-ci avait augmenté le cens, c'est-à-dire l'argent qu'il fallait pouvoir payer pour pouvoir voter. Ainsi, les commerçants et les industriels, bref, les bourgeois, ne pouvaient plus participer à la vie entre guillemets, démocratique. Seuls les grands propriétaires terriens, donc les nobles, donc les copains de Charles X, le pouvaient. Enfin, Charles X avait supprimé la liberté de la presse en rétablissant l'autorisation préalable. Pour faire paraître un journal, il fallait tout simplement que le roi ou ses services l'éluent, pour que le journal ait le droit de paraître. Charles X comptait en fait sur la victoire de la bataille d'Alger le 5 juillet pour faire passer ce qui est bien évidemment un coup d'État déguisé pour rétablir la monarchie absolue d'avant 1789. Mais les Parisiens n'avaient rien à faire que l'Algérie fût devenue française. Elle le restera jusqu'en 1962. Et ils voyaient là l'occasion de remettre ça. Un peu comme pour faire comme papa et maman, ou plutôt papy et mamie, qui avaient, eux, connu la vraie révolution de 1789. Alors c'est le peintre Eugène Delacroix qui a immortalisé pour la postérité ces 3 journées incroyables. La révolution la plus courte de l'histoire de France. Delacroix a 32 ans quand il réalise ce tableau, et il se laisse prendre par les combats alors qu'il se promène dans Paris ce jour-là. Et il est saisi par cet instant historique. Regardez donc ces autres tableaux de la même époque. Ils représentent les mêmes faits historiques, mais il manque quelque chose. Le talent de Delacroix qui, très étrangement, ne comprit pas lui-même quelle fougue inspiratrice l'avait enflammé à ce moment-là. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Delacroix fait le tableau rapidement et rompt ainsi avec l'académisme d'un Horace Vernet, par exemple. Le peintre ne s'efface plus derrière sa toile, on l'imagine peindre quand on voit ces grands traits qui semblent avoir été peints avec fougue sur la toile. Il ne le sait pas, mais il multiplie les innovations. Primo, c'est la première fois dans l'art qu'on ose montrer des cadavres. De plus, ces cadavres sont nus. C'est humiliant. C'est tout simplement interdit. Mais Delacroix et son ami Géricault s'inspirent d'observations de vrais cadavres faites chez un ami chirurgien.
C'est d'ailleurs Delacroix qui pose lui-même sur le tableau le plus connu de Géricault, le radeau de la Méduse, que l'on retrouve juste à côté de la Liberté guidant le peuple, au Louvre. Les deux tableaux obéissent d'ailleurs aux mêmes règles de composition triangulaire. Ce qui est également nouveau, c'est que pour la première fois dans l'histoire des arts, une allégorie est un personnage vraiment actif dans l'action du tableau, car elle tient le drapeau bleu, blanc, rouge, mais aussi un fusil. D'ailleurs, les seules couleurs vives de la toile sont le bleu, le blanc et le rouge. En 1830, c'est son grand retour à ce drapeau bleu-blanc-rouge. Il avait été proscrit depuis Louis XVIII. C'est la naissance de la fierté nationale. Sinon, l'autre couleur prédominante, c'est le gris. Le gris orangé, de la fumée des combats de la Révolution. Les barricades sont une spécificité française et une invention de 1830. Cela vient sûrement de la campagne de Russie. Cela a tellement traumatisé les gouvernants que Napoléon III refera faire tout Paris en créant les grands boulevards pour éviter une nouvelle révolution faite à partir de barricades dans des rues étroites. Alors parmi les révolutionnaires, il y a des républicains, des bourgeois qui veulent s'enrichir grâce au libéralisme, des nostalgiques de l'Empire comme Delacroix dont le père était ministre des Affaires étrangères sous Napoléon. Et celui-ci a même voté pour la mort de Louis XVI. Delacroix était donc très mal vu sous la Restauration. Le gamin est un gamin des rues qui, hier, jetait des pierres aux passants et aujourd'hui prend les armes. C'est le futur Gavroche des Misérables de Victor Hugo. La liberté guidant le peuple est une œuvre choquante, mais éminemment romantique, car c'est la puissance de la nature humaine qui est là incarnée. Cela nous inspire la crainte et le respect, car les personnages risquent tout, et c'est ça le romantisme. On apprendra plus tard qu'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, était là aussi ce jour-là. Il repère Delacroix et le traite même de mauviette. Apparemment, celui-ci se cachait derrière les gardes royales qui tiraient sur la foule avant de venir acclamer les révolutionnaires une fois que le drapeau flottait sur les tours de Notre-Dame, comme on peut le voir au centre du tableau. Contrairement aux espoirs d'une partie des révoltés qui auraient souhaité le rétablissement de la République, la Révolution de Juillet a mis fin à la seconde Restauration en chassant le roi Charles X et en établissant la monarchie de Juillet, et donc une nouvelle monarchie, avec le roi Louis-Philippe Ier, cousin du roi déchu. Parce que cela venait d'être inventé, Louis-Philippe est le seul roi de France à avoir été pris en photo. Delacroix lui-même n'échappera pas à la nouvelle mode. Quand Delacroix présente son tableau dans les expositions au lendemain de la Révolution, celui-ci détonne parmi les œuvres qui dépeignent également les Trois Glorieuses. À chaque fois, c'est la ligne de front avec les contre-révolutionnaires. Eh bien, lui, c'est le peuple. Les futurs misérables de Victor Hugo. Ils ont volé des affaires à la garde nationale. Delacroix montre qu'il y a eu des pillages, mais il ne les juge pas. Au salon, les juges, eux, trouvent l'allégorie de la liberté choquante, trop sale, et elle est avec les personnages. Mais c'est une poissarde, crie-t-on. Et en plus, franchement, a-t-elle besoin d'exhiber sa poitrine ? Mais c'est justement cela, l'allégorie de la liberté à la française. On oublie tout à l'idée de défendre sa liberté, même de couvrir ses parties intimes. Le tableau est acheté par l'État pour le Louvre, mais il est mis en réserve, puis rendu à l'artiste qui le met chez sa tante. Louis-Philippe voit en effet moyennement bien un tableau qui signifie qu'il a été porté au pouvoir par de la racaille. En 1848, une nouvelle révolution chasse Louis-Philippe du pouvoir.
C'est la Révolution qui sert de trame au roman Les Misérables de Victor Hugo. Le roi avait osé interdire un journal satirique qui représentait sa tête en forme de poire pour signifier qu'il était trop gentil. La République est enfin proclamée, presque 50 ans après le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Les républicains veulent alors rendre hommage à Delacroix avec une exposition, mais celui-ci refuse d'y faire figurer la liberté guidant le peuple, pourtant le symbole de la République française. C'est que Delacroix est devenu réactionnaire. Il dit à ce moment-là « Si Rousseau dit qu'il préférait une liberté pleine de danger à un esclavage paisible, je dois avouer que je pense le contraire. » Et toi, qu'en penses-tu ? Et au fait, pourquoi l'allégorie de la liberté porte-t-elle le bonnet du grand schtroumpf ? Et a-t-elle un prénom ? Bon alors, c'est pas le bonnet du grand schtroumpf, bien évidemment, il s'agit d'un bonnet phrygien. Et son prénom, c'est devenu Marianne. Allez faire un tour sur le site de l'Élysée, on y apprend beaucoup de choses. Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française. Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi. L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude. Aujourd'hui, Marianne a pu prendre le visage d'actrices célèbres. Elle figure également sur des objets de très large diffusion comme les timbres-poste. Elle inspire également des œuvres artistiques.